Bonjour et bienvenue sur Radio Stratégie. Bonjour Thibaut. Bonjour. Avec le plan de paix porté par Donald Trump, une nouvelle proposition américaine entend redéfinir les contours du conflit, que ce soit le statut de l'Ukraine, la place de la Russie ou la sécurité du continent européen. Pour commencer, est-ce que tu peux résumer en quelques points ce que contient vraiment le plan Trump pour l'Ukraine ? Oui, alors plutôt que du plan Trump, je pense qu'il faut parler des plans Trump, puisqu'on a eu une évolution, on était à 28 points, puis à 22, puis à 20 points. Tu as raison, je pense qu'un résumé est vraiment nécessaire. On a 4 grandes dimensions. La première, le point le plus... qui est le plus la pierre d'achoppement dans les discussions, notamment entre Européens, Ukrainiens et de l'autre côté les Américains, c'est la question territoriale, donc qui impliquerait la reconnaissance officielle de l'annexion de la Crimée auprès de la Russie, par la Russie, l'annexion sous un statut un peu particulier, on en reparlera ensuite, du Donbass, donc les deux oblasts du Donbass, et le reste, une figée sur la ligne de front actuelle avec plus ou moins une zone relativement démilitarisée. Ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième grand axe, c'est la question éminemment liée touchant aux garanties de sécurité, donc qui amènerait les parties contractantes à reconnaître de la nécessité de respecter ces conditions, sinon prenant le risque de retour des sanctions économiques, sanctions également, pourquoi pas, d'ordre diplomatique et militaire, avec des débats autour de la présence ou non de forces internationales ou de forces occidentales en Ukraine. Troisième point, la question de la taille de l'armée ukrainienne et du devenir des zones qui sont annexées. Donc la taille de l'armée ukrainienne aussi entre 500 000, entre 300 000 et 600 000 hommes. On voit un compromis autour de 500 000, on serait actuellement autour plutôt de 800 000, 1 million. Donc une force quand même conséquente permettant espérons-le, une capacité de dissuasion. À côté de ça, une démilitarisation des deux oblasts du Donbass pour éviter les problématiques, notamment autour de certaines zones qui sont encore des zones vraiment fortifiées, un peu des forteresses qui sont encore sous contrôle ukrainien et qui donc, en cas d'application de ce plan, seraient données aux Russes. Et le dernier point concerne toutes les dispositions relatives aux considérations économiques, levée des sanctions, rétablissement sous conditions en cas de violation, dispositions touchant aux logiques de réparation, reconstruction de l'Ukraine, et dispositions économiques sur l'accès à la mer Noire, à la mer d'Azov, et notamment les couloirs d'exportation céréalière par Odessa pour l'Ukraine. Et d'un point de vue strictement ukrainien, qu'est-ce que signifierait ce plan ou ces plans d'un point de vue de la sécurité et de la souveraineté ? Alors, je pense qu'il y a deux lectures, ça va être le fil conducteur de notre discussion du jour, je pense, mais il y a la logique, on va dire, politique, passionnelle, et il y a la logique qu'on va essayer d'appeler rationnelle. Dans la logique politique et passionnelle, ce plan n'est pas satisfaisant pour l'Ukraine, puisque de toute façon, il implique cession de territoire. Cession de territoire veut dire disposition contraire aux engagements initiaux de Volodymyr Zelensky, disposition contraire même à des dispositions légales et constitutionnelles ukrainiennes, et bien entendu le coût politique que cela implique, avec des cessions territoriales vis-à-vis de garanties de sécurité qui, même si elles ont l'air plus importantes que ce qu'elles avaient eu lieu lors du mémorandum de Budapest en 1994, restent sur ce goût-là, c'est-à-dire un engagement mais les promesses n'engageant que ceux qui y croient, et le précédent d'un mémorandum de Budapest indiquant que la Russie et les autres contractants reconnaissaient la pleine souveraineté ukrainienne et s'interdisaient le recours à la force contre l'Ukraine, on voit bien ce que ça implique. Par contre, si on va dans une lecture rationnelle, il faut voir point par point, mais malgré tout, ce plan, et je suis bien conscient en disant ça de ne pas être sur une lecture forcément dominante, mais ce plan consacre aussi des données factuelles, c'est-à-dire qu'il semble quand même délicat aujourd'hui de considérer qu'un plan de paix russo-ukrainien ne prendrait pas en compte de la part de l'Ukraine une certaine cession de territoire, ne serait-ce que la question, à minima,
de la reconnaissance légale de la souveraineté russe sur la Crimée, puisque les Ukrainiens ne se battent pas en Crimée, ne sont pas présents en Crimée. Donc là où c'est un peu plus contestable sur les autres oblasts, bien entendu, voir la possibilité rationnelle et concrète d'un plan russo-ukrainien où les Russes accepteraient de se retirer complètement n'a pas réellement de sens. Et la position de la Russie dans tout ça, c'est un plan qui paraît plutôt favorable à la Russie ou... Là encore, c'est une question de perspective. Forcément, si on est dans une perspective européano-ukrainienne, oui, il est favorable à la Russie, parce qu'on acte des éléments de droit international que jusqu'à présent on se refusait d'acter. Donc par exemple, reconnaissance officielle de l'annexion de la Crimée, reconnaissance aussi en un sens de la légalité post-ex de l'invasion, puisque du coup ça entérinerait le bien fondé de l'invasion au retour de cession officielle de territoire, de cessation d'hostilité, etc., d'abandon du qualificatif d'agresseur par la Russie. Donc oui, bien entendu, dans ces perspectives-là, si on est dans une perspective russe beaucoup plus difficile à déterminer, parce que hormis quelques positions officielles relatives à l'énonciation d'un accord qui va dans le bon sens, sans plus de précision, on n'a pas réellement d'indication si ce plan pourrait être accepté, ou aurait vocation à être accepté, ou ces plans tels quels. Donc difficile de le déterminer. Bien entendu, c'est favorable en termes de cession territoriale. Après, il faut voir l'acceptation de certaines garanties de sécurité, conditionnalité de la présence européenne ou non. Et si encore une fois on prend une logique moins centrée sur les acteurs mais plus neutre, malgré tous ces défauts et malgré un certain biais de complaisance vis-à-vis de la Russie sur les statuts internationaux que j'évoquais précédemment, il cherche en tout cas, il est éminemment contestable sur plein de points, mais il a le mérite de chercher à poser des cadres concrets de négociation. Et notamment des cadres concrets autour des cessions de territoire, qui sont réellement le point le plus important, et aussi des garanties de sécurité, qui pour le coup sont, sans être favorables à l'Ukraine, et peut-être un peu plus favorables à la Russie, sont assez réalistes, ou du moins prennent acte de réelle politique en regardant la ligne de front et les possibilités opérationnelles actuelles, et en se disant, on va négocier sur l'existant, on gèle la situation existante, et on en fait une base de négociation. Donc, je pense que c'est une base de négociation normale et utile. Après, l'acceptabilité dépend bien entendu de la perception des acteurs et dépend de la logique d'opinion dans laquelle on se place. Tu penses plus que c'est une étape vers un futur accord de paix réaliste que plus un accord de paix qui est un accord de paix concret, en fait, c'est ça ? Oui, dans un sens où, alors, à moins qu'on ait un deal russo-américain qui se fasse sans les Ukrainiens et les Européens, ça semble un peu compliqué quand même. Je pense qu'on a une bonne base de travail, ou du moins, du côté américain, on pense avoir un plan quasiment terminé. À faire valider tel quel, et c'est un peu l'enjeu des politiques de pouvoir, l'enjeu des pressions diplomatiques actuelles entre européano-ukrainiens et d'un autre côté les Américains, pour dire du côté européen et ukrainien, non, de toute façon c'est une base de travail, mais il faut en discuter. Je pense dans tous les cas que ça sera forcément amendé, à moins encore une fois, mais ça on n'a pas les données, on n'est pas dans ces cénacles politiques-là, à moins que ça ait été déjà prévalidé côté russe. Et dans ces cas-là, ça ne nécessitera qu'un accord. Mais je pense que de toute façon, il y aura des allers-retours. Il y a la nécessité aussi ensuite de faire signer les Ukrainiens. Donc l'acceptabilité en politique interne comme en légitimité internationale de Zelensky à signer un tel accord. Donc à mon avis, c'est plus qu'une base de travail. C'est quelque chose qui, du point de vue notamment américain, est un projet largement avancé. Mais je pense que oui, on n'est pas au bout du relais diplomatique pour faire signer tout le monde et faire surtout appliquer ensuite les dispositions de l'accord. Et comment tu places l'Europe dans tout ça ? Quel est son jeu ? Quelle carte elle a à jouer ? Alors, je pense que pour prendre une image très concrète, là, la question n'est pas de savoir si le verre il est à moitié plein ou à moitié vide, c'est de savoir s'il reste un peu d'eau dans le verre. Si on est très optimiste, on va considérer que l'Europe a quand même un pouvoir d'inflexion, on le voit bien sur le passage d'un plan à 28 points, à 22, puis à 20 aujourd'hui,
en retirant certaines considérations, en jouant notamment la carte de celle qui va faire appliquer et respecter les garanties de sécurité. Si on est un peu plus réaliste, voire pessimiste, on voit bien que le grand jeu se joue sans les Européens. C'est-à-dire que ce plan, il émane des Américains, avec des conversations plus ou moins officielles avec les Russes, et ensuite on se pose la question, non pas d'en discuter, mais de le faire accepter. C'est très important de regarder la phraséologie de la diplomatie de l'administration de Trump. On cherche à faire accepter les dispositions du plan, et en fait on négocie avec les alliés plutôt qu'on va négocier avec l'adversaire potentiel ou l'autre camp belligérant. Donc voilà, je pense que la décision, l'orientation générale est globalement américaine, et l'Europe montre par ses divisions, par sa relation très complexe, avec l'OTAN et la problématique de l'autonomie stratégique, de dépendance de certains de ses acteurs vis-à-vis des États-Unis, eh ben, elle est progressivement été mise hors jeu, et aujourd'hui elle est beaucoup plus dans une logique d'affiliation avec les Ukrainiens et en fait de relais de porte-voix ukrainien que vraiment d'un acteur à part entière qui négocie, on va dire, à parts égales avec les Russes et avec les Américains. Donc, elle essaye de faire valoir ses inflexions, notamment sur les logiques de garantie de sécurité, parce qu'on le voit bien à la lecture de ses plans, la plupart des garanties de sécurité seraient endossées par les Européens. Donc bon, légitimement, ils essayent de dire puisque c'est nous qui devons appliquer, on veut quand même avoir notre mot à dire. Mais on voit bien que l'initiative diplomatique, le moment diplomatique créé et les dynamiques générales des plans sont quand même d'inspiration américaine et sont plus à faire accepter aux Européens qui vont négocier certains points qu'avoir une co-construction européenne. Donc ça acte quand même globalement un effacement de la politique de puissance et de la diplomatie européenne dans ce dossier sur ces derniers mois. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. À très bientôt sur Radio Stratégie.